Est-ce que l'Europe est démunie face à Poutine? Il y a deux cris d'alarme importants ce soir. Celui d'Emmanuel Macron, notamment, ce soir, qui s'exprime dans la dépêche et qui a ces mots très forts. La Russie constitue une menace existentielle pour les Européens. On va peut-être d'abord décrypter cette phrase, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ce soir? Est-ce que c'est en écho aux conversations qui ont lieu en ce moment entre les Américains et les Russes? Est-ce que c'est pour nous alerter sur un éventuel accord de paix qui n'en serait pas un? Exactement. Je pense que c'est exactement ça, son cri d'alarme. C'est de dire, aujourd'hui, si on accepte les paramètres qui semblent être ceux désignés par Donald Trump, ça veut dire qu'on accepte la remise en cause de la souveraineté européenne, puisque les Européens ne seront pas partie prenante à la négociation d'un accord qui va redéfinir l'architecture de sécurité en Europe. Donc oui, il y a un sujet quand même. Guillaume Roquette, vous en parliez tout à l'heure, justement. Vous en aviez parlé un petit peu tôt. Mais c'est vrai que c'est une phrase qui vous avait marqué. Oui, parce qu'elle est extrêmement forte. La Russie constitue une menace existentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie veut détruire l'Europe, si on a bien compris. Oui, et certains pensent l'inverse. Certains pensent que la Russie s'arrête. C'est exactement le cas. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement... il se met dans un camp, en tout cas. Oui, il se met dans un camp. Mais c'est incroyable parce que tout à l'heure, je prenais connaissance de cette information et je lisais en même temps que l'année dernière, la France était le principal importateur de gaz naturel liquéfié russe en Europe. Oui, pour l'Allemagne. On a donné... Pour le filet aux Allemands. Oui, mais c'est nous qui l'importons et on a donné 2,7 milliards d'euros à la Russie pour payer ce gaz. C'est la question. Et les Ukrainiens percevaient jusqu'il y a 15 jours des droits de transit. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai du mal à croire à ces déclarations martiales, catastrophistes, parce qu'elles ne sont pas suivies des faits. Vous comprenez? Moi, j'ai quand même un peu le sentiment que Emmanuel Macron est un peu désemparé devant l'absence de poids des Européens et que du coup il essaie de compenser ça par des déclarations qui sont alarmistes mais qui, encore une fois, ne sont pas en cohérence avec la situation de la France. Expliquez-nous cet apparent paradoxe. Si vraiment on pense que la Russie constitue une menace existentielle pour les Européens, on n'offre pas un répit à Poutine en lui disant tu vas pouvoir, maintenant on va négocier et il y aura un cessez-le-feu. Comme disait tout à l'heure Bernard Lévy sur ce plateau, pas de cessez-le-feu, on fait la guerre. Oui. Pourquoi ce paradoxe? Mais c'est tout simplement parce que les Européens ne sont pas capables, ils n'ont pas la puissance financière nécessaire justement pour prendre complètement... C'est la volonté politique qui n'existe pas. On va préciser, oui. En effet, c'est plus la volonté politique parce que même s'il y a les pleurs de temps en temps, l'Europe est faible. L'Europe, elle peut remplacer même les États-Unis. Il y a les discussions aujourd'hui, j'ai entendu l'annonce de 500 milliards d'aide supplémentaire pour les Ukrainiens de la part de l'Union européenne. Donc ça, c'est possible. Le problème aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, il est visionnaire. Il faut lui rendre vraiment ce qu'il a de droit. En 2017, je me souviens très bien, il était le seul à parler de cette défense européenne. Tout le monde a rigolé, personne ne l'a pris au sérieux. Après, les Russes lui ont lâché le mouvement de Gilets jaunes pour qu'il oublie complètement, en tout cas pour certaines périodes, cette histoire de la défense européenne. Après, aujourd'hui, il est visionnaire parce qu'il dit c'est la menace existentielle. Pourquoi il dit ça? Je vais vous dire juste un petit exemple tout dernier. Il y a quelques jours, les Russes, ils ont lancé un drone sur le Tchernobyl, sur le sarcophage de la centrale nucléaire Tchernobyl qui a déjà couvert par son nuage l'Europe. Dans quelques temps, dans quelques temps, les Russes, ils vont lancer peut-être encore des drones sur le sarcophage et comme ça, toute l'Europe sera contaminée parce qu'aujourd'hui, il y a un trou béant dans le sarcophage de Tchernobyl d'où il y a la radioactivité qui s'échappe. Les Ukrainiens font tout en plus du front pour combler, pour couvrir le trou. Ce qui va se passer, nous ne savons pas. Donc déjà, ne serait-ce que ça, c'est quoi? Partageons juste un peu la parole. Ce n'est pas la menace existentielle. Vous voulez parler encore 5 minutes? Vous voulez partager un peu la parole? Je vous invite à ma chaîne YouTube, comme ça vous allez vraiment passer avec moi. Quelle est l'adresse de votre chaîne YouTube? C'est à la Poésie sans filtre, donc abonnez-vous et tous les soirs je vous explique pendant 45 minutes. Ça me coupe la parole. Bon, à minuit, moi je vous propose qu'à minuit on bascule et vous parlez toute seule pendant des heures. Ce sera très bien. Mais je vous taquine très gentiment. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ici? Il faut poser la question cruciale. Est-ce que la France est prête
à un accord de défense avec l'Ukraine, un vrai accord de défense, comme ça existait la Pologne avant-guerre, c'est-à-dire si Poutine attaque de nouveau l'Ukraine, on entre en guerre. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas une seconde. Non. Écoutez le ministre des Affaires étrangères sur notre antenne, sa façon de répondre est très intéressante parce qu'on sent bien qu'en réalité, la seule garantie, c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est très lointain, mais on n'a pas envie pour l'instant d'être en accord de défense complète. Écoutez cette séquence. La meilleure garantie de sécurité possible le jour où une paix est trouvée, c'est celle qu'offre l'OTAN. Parce que c'est une garantie que la Russie n'a jamais testée. Mais on ne se réfugie pas derrière l'OTAN, là. La France, en tant que puissance souveraine... Pourquoi ne pas se réfugier devant l'OTAN? Nous sommes membres fondateurs de l'OTAN. C'est mal parti pour l'instant. Le président Trump ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Donc il y a un veto, disons, qui a un certain poids. Vous savez comme moi. Je pense qu'il ne faut pas exclure que cette carte-là puisse être jouée. Alors, pour vous, la part dans l'Ukraine dans l'OTAN, ça reste un objectif? C'est en tout cas un objectif qu'on ne doit pas écarter du revers de la main. Pourquoi? C'est pas très chaleureux. Non, mais pourquoi? Bien sûr que ça. Je suis pour. Pourquoi? Parce que c'est la garantie de sécurité aujourd'hui, dont beaucoup de pays européens bénéficient, qui est sans doute la plus efficace et la moins coûteuse. Et pour les Américains. Mais monsieur le ministre, pardon, vous vous réfugiez quand même derrière l'OTAN, qui est un objectif très incertain et très lointain. Mettons-nous à la place des Ukrainiens. Tout à fait. Ils ont besoin d'aide maintenant. Pas un jour quand ils seront entrés dans l'OTAN peut-être. Est-ce que oui ou non? Parce que c'est quand même une question cruciale. C'est la question de la confiance. Ne me faites pas... Non, mais je finis ma question. Oui. Est-ce que oui ou non la France est prête à dire oui, nous vous accordons, parce que nous croyons vraiment que c'est existentiel pour nous, comme l'a dit le président de la République, nous vous accordons un accord de défense qui fait que si vous êtes à nouveau attaqué, si Kiev est à nouveau attaqué, nous entrons en guerre pour vous? Je reprends. C'est oui ou c'est non? Non. Quand un ami vous demande de l'aide, on ne dit pas je reprends. On lui dit oui, on lui dit non. C'est pas ce que nos amis nous ont demandé à ce stade. Pourquoi? Parce que une garantie. Non, une parce vraie que garantie de défense. Non, les négociations n'ont pas commencé. Donc aucune demande n'a été formulée. Des buts. Vos avis là-dessus, oui ou non? Est-ce que la France devrait, certains diront c'est une aberration, c'est très dangereux, d'autres vous diront, notamment Bernard-Henri Lévy sur ce plateau disait oui, c'est vrai, on devrait s'engager jusque-là. Moi je vous dis que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que la France n'ira pas seule. On n'est plus... La Pologne, en 1939, on était soi-disant, normalement, enfin au moins théoriquement, sur le papier, la première puissance du monde sur le plan militaire. Donc on s'était engagé aux côtés de la Pologne, on est entré en guerre aux côtés de la Pologne, il y avait une chose logique, avec un ennemi systémique qui était à nos frontières, très bien. Là, tout seul, avec nos 200 000 hommes et nos 200 chars... Tout ce que vous décrivez, l'ennemi systémique à nos frontières, ça tout y est, hein, la comparaison... Mais là, la France seule n'ira pas. La France ne donnera jamais un accord de défense qui prévoira une entrée en guerre automatique s'il se passe quelque chose. D'abord, elle l'aurait déjà fait, si c'était son intention. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne s'engage pas maintenant ? Vous avez une armée de 200 000 hommes avec 200 chars, je peux vous dire que vous n'irez pas loin. Et vous avez 2 brigades blindées. 2 brigades blindées. Il y a 6 brigades en France. 2 divisions. Il y a 2 brigades blindées. Et le reste, c'est du matériel expéditionnaire, genre MX-RC. C'est normal. Signer un accord de sécurité avec l'Ukraine, ça veut dire envisager de faire la guerre à la Russie. Non mais est-ce qu'on réalise bien ce qu'on est en train de se dire là? La France... Avec son armée qui est une sorte de corps expéditionnaire, faire la guerre à la 4e armée du monde. Mais tout ça, je pense, n'est pas raisonnable. D'abord parce que ce n'est pas notre intérêt. Je rappelle que l'objectif d'une armée, c'est de défendre les intérêts vitaux de son pays. Mais le président vient de dire c'est une menace existentielle pour la France. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je suis assez dubitatif devant la déclaration du président de la République. Nous n'agissons qu'en coalition. Ça, c'est une constante depuis quasiment 40 ans, 50 ans maintenant. On agit qu'en coalition. Si à partir du moment où il n'y a pas de coalition, vous avez vu là les 6 pays qui se sont réunis, on se regarde les pompes, il n'y a pas de communiqué commun à l'arrivée. Madame Mélanie fait la tête, il ne se passe rien. On entend tous les avis. Voilà, la politique, oui, vous seriez vous pour un accord de défense, un vrai accord de défense. Oui, vous savez, le problème de tous les gens qui s'expriment, je pense qu'ils ne sont jamais allés dans les détails des actions militaires sur le terrain. Et c'est parce que les chaînes russes présentent, il faut aller plutôt voir du côté des Ozentor, de ceux qui vraiment calculent et regardent les forces armées Mais sur l'accord de défense, pourquoi ce serait bien? Les Français sont capables, les Français ont des moyens pour envoyer même les escadrilles des avions. J'ai précisé avec Didier, il m'a dit 200 avions il y a dans l'armée de l'air française, c'est ce que je demande. Vous voyez, ça nous suffit amplement. On rajoute les 200 avions, on détruit tout ce qu'il y a à la frontière dans la ligne de contact, on détruit
détruit les bases, on détruit les raffineries. Alors réponse à ça, Général Richoux. Donc c'est possible. Réponse à ça. Mais ça, c'est dans les films. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Attendez, précisez, on vous a pas entendu. Vous dites c'est dans les films. C'est dans les films où on détruit l'armée ennemie avec 200 avions en l'air dans un monde parfait, paf, paf, 5 minutes de film, ils sont par terre, on a gagné. 70% des destructions aujourd'hui, ça se fait avec les drones dans l'armée ukrainienne. Ça n'existe pas. Là, je dis que la France, alors c'est même pas d'ailleurs une opinion personnelle, c'est une analyse militaire que je livre. La France n'ira jamais seule offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine pour se battre contre la Russie. C'est mort, ça. Alors, mettons pas seul, avec les Anglais. Même avec les Anglais. Même pas avec les Anglais. Il faudrait... on pourrait, à la limite, imaginer s'il y avait une coalition européenne complète. Mais on voit qu'on en est très loin. Général Richoux, comprenez que beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent ne comprennent pas très bien la logique de certaines suites. Pardon, on est sur un plateau où beaucoup d'experts ont dit pendant des mois... La Russie est faible, et c'est vrai, économiquement très faible. Son armée a de grandes difficultés. Poutine bluffe avec le nucléaire. Et quand l'Ukraine demande, envoyez-nous, attendez, je finis, 200 avions, allez, maintenant, et entrer en guerre, on nous dit, oulala, c'est la 4e armée du monde, et vous nous dites c'est un film. Non, la France, c'est un film. Si on dit, on envoie la France et la guerre est terminée demain matin, je dis c'est un film. Même avec les Anglais, moi j'ai simplement dit, la seule garantie de sécurité qui existe, c'est l'OTAN. Voilà. À 27, on nous emmerde pas. Mais ça n'arrivera pas. Non, voilà. Ensuite, la France, elle a le nucléaire également. Donc la France, elle n'est pas menacée. Donc on a aussi des garanties de sécurité pour notre propre pays. Vous n'avez pas tout à fait répondu sur l'incohérence de dire pendant des mois, il n'y a pas de raison, la Russie bluffe, la Russie est faible, la Russie a de grandes difficultés économiques, ce qui est vrai, et de dire ensuite, c'est la 4e armée du monde, et la réponse est très simple. La réponse est très simple. En fait, l'OTAN, c'est une organisation de défense. De défense. Aucun pays ne veut enclencher la guerre de sa propre volonté. Tant que votre pays n'est pas attaqué, vous n'allez pas envoyer vos troupes soutenir un autre pays qui n'est pas dans cette organisation. Donc ça n'est pas existentiel. Et en fait, contre la France, c'est existentiel. Mais la France, mais en fait, on pense d'abord que Poutine va venir en Narva, en Estonie, il va venir en Lituanie, il va venir en Pologne, et le temps qu'il arrive en France, ce sera... il fera différemment. Le temps coulera sous le pont. Voilà. Mais la question est là. Et non seulement c'est une organisation défensive, mais en plus, combien de fois on a cité l'article 5 ? Il n'oblige personne de faire quoi que ce soit. Vous le savez très très bien que cette organisation n'existe pas. Cette organisation n'a pas ses propres forces. En fait, c'est un tigre de papier qui nous rassure depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais en réalité, on sait très très bien que l'ennemi ne va pas envahir la France et donc on est tranquille. Moi, je pense que ce qui manque, c'est tout simplement la volonté politique, peut-être. C'est pas. En fait, j'allais dire, c'est pas très compliqué. Vu la situation, ça paraît compliqué. Mais aujourd'hui, pour détruire cette armée qui est en effet faible, l'économie est brinque-ballante, c'est facile. Il faut juste un peu d'armement, un peu plus d'armement, ce que les Ukrainiens demandent. Il faut que la communauté internationale, les Occidentaux, commencent enfin à écouter les Ukrainiens, parce qu'ils ont les plans d'opération, ils ont déjà tout expliqué. Le président Zelensky, il a expliqué même à Trump, donc il n'a rien compris, et ça c'est logique. Donc la France peut s'engager.